Bonjour à tous. Alors que l'affaire du Mediator s'annonce déjà comme le plus grand scandale de santé publique depuis le drame du sang contaminé, Les Livres à la Une vous propose aujourd'hui une incursion dans le système de santé français. Une plongée en eau trouble, au cours de laquelle nous nous demanderons, innocemment bien sûr, si le but des industries pharmaceutiques est toujours l'intérêt des malades, si les pouvoirs publics qui supervisent la mise sur le marché des médicaments remplissent leur rôle de contrôle rigoureusement, et si les médecins qui prescrivent le font en toute indépendance et en toute connaissance de cause. Alors même que les Français, sans doute pas plus malades que leurs voisins, ni mieux guéris d'ailleurs, sont néanmoins les plus gros consommateurs de médicaments au monde. Et que par ailleurs, certains observateurs avertis considèrent que notre système de recherche biomédicale n'est pas loin de la faillite. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Aurel. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste indépendante et documentariste. Vous êtes notamment l'auteur de La Grande Invasion, une enquête sur les produits qui intoxiquent notre vie quotidienne, livre qui est aussi un film à voir prochainement sur France Télévisions. Mais si vous êtes aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour votre livre Les Médicamenteurs, Labo, médecins, pouvoir public, enquête sur des liaisons dangereuses, paru aux éditions du Moment, et qui fait suite à un documentaire du même nom, diffusé sur France 5 en 2009, et récompensé d'une étoile par la Société civile des auteurs multimédia. Également avec nous Philippe Even. Bonjour. Médecin spécialisé dans les maladies respiratoires, vous êtes professeur émérite et ancien vice-président de l'Université Paris 5, également ancien doyen de la faculté de médecine Necker et président de l'Institut Necker. À la suite de l'affaire du Mediator, vous venez de remettre un rapport au ministre de la Santé et au président de la République, avec Bernard Debré, un rapport au vitriol sur l'organisation de la sécurité du médicament. Et vous publiez La recherche biomédicale en danger, un ouvrage lui-même sans concession, publié aux éditions du Cherche Midi. Mais pour commencer, si vous le voulez bien, on va faire un petit état des lieux avec ces chiffres que l'on trouve dans votre livre, Stéphane Aurel, chiffres un peu déroutants, puisqu'ils indiquent qu'en 2008, 246 médicaments autorisés à la vente ont été jugés par la Haute Autorité de Santé comme rendant un service médical important, ce qui signifie qu'ils sont efficaces. Mais dans le même temps, cette même Autorité de Santé a jugé que 239 n'apportaient aucune amélioration du service médical par rapport aux médicaments existants. Alors, premièrement, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu quelle tuyauterie emprunte un médicament entre le moment où il sort d'un laboratoire pharmaceutique et le moment où il se retrouve dans nos pharmacies. Et j'aimerais savoir si ces chiffres doivent nous amener à comprendre que l'écrasante majorité des médicaments mis chaque année sur le marché, en un mot, ne servent à rien. En fait, le médicament a un parcours administratif qui est un peu compliqué quand on est de l'extérieur. Une fois que le médicament a été mis au point par un laboratoire pharmaceutique, il est testé au cours d'essais cliniques qui sont faits par l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, l'industrie pharmaceutique soumet un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché à l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Et c'est une commission qui s'appelle la commission d'autorisation de mise sur le marché, constituée d'une pléthore d'experts, comme dirait Philippe Even, qui juge sur la base des données de l'industrie si ce médicament a une balance bénéfice-risque positive, de telle manière à ce qu'on puisse la mettre sur le marché. Ça, c'est le rôle de l'AFSAPS. C'est le rôle de l'AFSAPS. Et ensuite, il y a la Haute Autorité de Santé, avec la Commission de la Transparence, qui évalue donc le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu, qui sont deux choses différentes. C'est-à-dire, le service médical rendu, en clair, c'est est-ce qu'un médicament marche. Et l'ASMR, c'est est-ce qu'il marche mieux que ce qui existe déjà. Donc le premier, ce sont les 246 nouveaux médicaments qui marchent, et le second sont les 239 qui marchent mais n'apportent rien. Donc est-ce qu'on peut dire la chose de cette manière que la majorité écrasante des médicaments mis sur le marché chaque année ne servent à rien? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, d'après vous? Je ne suis pas médecin, c'est des chiffres administratifs qui le disent, absolument. Philippe Even, est-ce que c'est ça qu'il faut dire? Très clairement. Depuis 40 ans, la moitié des médicaments commercialisés n'ont rigoureusement aucun intérêt pour les malades. Pour l'industrie, c'est différent, puisqu'elle les vend. C'est une autre affaire. Il faut bien voir aussi, non pas pour corriger ce que dit Stéphane, mais pour actualiser, presque tous les médicaments aujourd'hui ont l'autorisation de commercialiser pour tout l'espace européen donnée par la Commission européenne du médicament, qui siège à Londres, mais qui dépend de Bruxelles. Et dès lors, les moyens d'action nationaux, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ne sont plus à ce niveau. Ils apparaissent au niveau du remboursement.
Parce qu'il est clair que si l'autorité nationale, et c'est son droit, dit « je ne rembourse pas ce médicament », il est mort. Personne ne l'achète ou à peu près personne. Autrement dit, ce qui est important aujourd'hui, c'est le remboursement et le niveau de remboursement, parce que dans sa très grande sagesse sûrement, il a été estimé par les pouvoirs publics et l'agence qu'il y avait des médicaments qu'on pouvait rembourser 15%, d'autres 35%, d'autres 65%, d'autres 100%, ce qui ne repose évidemment sur aucune base sérieuse. Ou un médicament est utile et il est remboursé, ou il n'est pas utile et il n'est pas remboursé. Et justement, vous parlez de bases sérieuses. Or, dans votre livre, Stéphane Aurel, vous décrivez la manière dont, manifestement, la majorité des essais cliniques se passent aujourd'hui. Et ce que vous nous dites, c'est qu'ils se déroulent, manifestement, en dehors de toute méthode scientifique élémentaire. Vous citez, par exemple, le fait que l'on compare généralement les nouvelles molécules avec d'autres produits dont on sait d'avance qu'ils ne marchent pas, ou bien l'on publie les seuls rapports favorables à la nouvelle molécule. Est-ce que, du coup, on n'est pas en droit de se dire que parmi les 239, enfin si vous disiez il y a 239 médicaments qui n'apportent rien, est-ce que ce chiffre n'est peut-être pas sous-évalué ? C'est tout à fait possible. En fait, ces méthodes de biaiser des essais cliniques a été montré dans des études scientifiques. C'est pas moi qui les ai inventées, c'est des techniques qui sont documentées. Et c'est là qu'il y a un problème. Après, Philippe Evans est beaucoup plus compétent que moi pour parler de ça. Mais je trouve que ça pose vraiment la question de qui doit mener les essais cliniques, sous quel contrôle, parce que c'est très facile en fait de biaiser un essai clinique. Il suffit d'avoir une population sur laquelle on teste les médicaments qui n'est pas du tout adaptée à la population, qui ne correspond pas à la population sur laquelle le médicament sera utilisé par la suite. Par exemple, sur des sujets jeunes, alors que c'est un médicament censé s'adresser à des sujets âgés, ce type de choses. Et d'autant que les personnes âgées prennent en moyenne en France plus de 7 médicaments. Donc c'est étudié sans aucune interaction avec les autres médicaments. Est-ce que vous cautionnez, Philippe Evans ? On va bien au-delà. Est-ce que vous avez d'autres exemples de type de biais que l'on peut rencontrer dans ce type d'études ? Oui, mais attendez, avant, il faut être schématique. Ou bien la nouvelle découverte, la nouvelle molécule est réellement une percée, et même peut-être parfois une percée révolutionnaire. Et on s'en aperçoit tout de suite. Vous traitez 15 malades ou 20 malades et on le sait. La cortisone, il n'a pas fallu 100. Pour la pénicilline non plus. C'était tout de suite évident. Par contre, s'il n'y a pratiquement aucune différence, dans un sens ou dans l'autre, entre une nouvelle molécule et une ancienne, la statistique, les lois de la statistique vous disent, vous ne ferez sortir la différence que si vous analysez 500, 1000, 2000, 10 000 malades. À un prix absolument astronomique. Vous imaginez bien que quand il faut surveiller le traitement de 10 000 personnes pendant, par exemple, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça se compte par centaines de millions. Autrement dit, plus un essai fait appel à un grand nombre de gens, plus vous pouvez avoir la certitude que le médicament n'a guère d'intérêt. Les montagnes financières accouchent de souris. Mais vous avez dit tout à l'heure une chose moi, qui m'a frappé, parce que est-ce que l'industrie pharmaceutique n'est plus aujourd'hui, n'a plus pour préoccupation principale la santé, mais la rentabilité ? Mais elle n'a jamais eu la santé. L'industrie pharmaceutique, ce sont des entreprises. Et dans le capitalisme qui s'est développé, on peut dire aussi débrouillé, depuis les années 90-95, dont tout le monde sait, dans tous les domaines, pas seulement la pharmacie, qu'il s'agit d'un capitalisme essentiellement financier et plus du tout entrepreneurial, que le problème pour les managers qu'on choisit pour ça, c'est de faire, dès l'année qui suit, dans l'industrie pharmaceutique, 15, 20, 25% de bénéfices. On n'est pas au niveau de l'écureuil à 2%, 25%. Il y a donc pour un manager l'obligation de faire de l'argent tout de suite, à court terme. Mais découvrir un médicament, c'est 10, 12 ans d'essai. Ça, c'est du long terme. Et c'est toujours un risque, parce qu'en fin de parcours, tout semblait aller bien, il y a des toxicités qui apparaissent, et tout le travail est perdu. On verra des exemples tout à l'heure, mais est-ce à dire, je vous laisse terminer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une totale antinomie entre l'objectif financier des entreprises, qui naturellement est déterminant, et l'objectif de santé publique est un objectif à long terme. Et c'est la raison pour laquelle on ne trouve pratiquement plus de grands nouveaux médicaments depuis 15 ans. Alors l'industrie nous dit aujourd'hui qu'elle va changer sa politique. Ça, on va le voir un petit peu après. Mais pour revenir sur les aspects scientifiques et médicaux, est-ce à dire que finalement les autorités publiques de santé jugent de la qualité d'un nouveau médicament sur la base de rapports scientifiques, entre guillemets, qui n'en sont manifestement pas ? Il n'y a pas d'autorité scientifique. Il y a un décor, il y a un théâtre d'ombre. Il n'y a rien. Vous avez des agences on a employé d'abord 100 personnes, puis 500, 1000 et puis 1500 aujourd'hui,
qui font appel à ce qu'elles appellent des experts, que je mets en 3 paires de guillemets, parce que ces experts, c'est vous. J'allais dire c'est moi. Non, il se trouve que moi j'ai la formation, mais c'est vous, ou Stéphane qui n'est pas médecin. Voulez-vous étudier ce dossier? Alors, vous étudiez le dossier et vous répondez oui, c'est pas mal. Et la voilà devenue expert. C'est le dossier qui qualifie l'expert, alors que dans mon idée à moi, ça doit être l'inverse. C'est un expert par définition, c'est la définition des dictionnaires, expérimenté, éprouvé et aguerri, qui en fonction de ses connaissances scientifiques, de son expérience avec les malades, analyse le dossier et dit oui, il est bon, pas bon. C'est lui qui qualifie le dossier. Mais à l'APSAPS, notre agence, et dans à peu près toutes les agences du monde, enfin spécialement la nôtre, elle est vraiment beaucoup moins performante que les autres, il n'y a pas réellement d'expertise. Alors si vous ajoutez à ça que ce sont des votes collectifs, anonymes, non motivés, non expliqués, non diffusés, et donc totalement irresponsables qui prennent les décisions, alors que dans les pays étrangers, et même à l'agence européenne, il y a en pratique 8 experts qui décident, aux États-Unis, il y en a 4 ou 5, qui décident oui ou non, et qui signent. Il y a leur nom en bas. On sait qui a pris une responsabilité. Chez nous, on s'en lave les mains, personne ne sait. Stéphane Aurel, je vois un petit peu rouler des gros yeux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Philippe Even concernant ce qui se passe dans les autres pays. Je voulais revenir juste sur un tout petit point dont on parlait auparavant, sur l'ampleur des essais cliniques qui en fait coûtent énormément d'argent à l'industrie pharmaceutique et qu'elle chiffre dans sa colonne recherche. Or, une grosse partie de la recherche, de ce qui est revendiqué comme de la recherche par l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, c'est des essais cliniques qui n'ont rien à voir avec la recherche d'une molécule. Déjà, je voulais juste faire cette mise au point-là. Il faut bien qu'ils comprennent, parce que c'est très important ce que tu dis. Oui. C'est vraiment très important. Ils nous bourrent le mou. Tous les laboratoires racontent, on consacre 20% de notre budget à faire de la recherche. Stéphane a entièrement raison. Il consacre 2% à chercher vraiment une nouvelle molécule pour une telle ou telle maladie. Et tout le reste, c'est la masse de ces essais cliniques qui fait les 18 autres pourcents. Si vous ajoutez à ça qu'ils font 40 à 45% de marketing sous toutes les formes, on voit très bien à quoi passe leur chiffre d'affaires, à financer la diffusion de vente, la force de vente de molécules qui n'ont malheureusement le plus souvent pas beaucoup d'intérêt, et quelquefois pas d'intérêt du tout. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser juste après. Que font les laboratoires pharmaceutiques pour ne sortir que des molécules qui ne servent à rien ou presque à rien? Et ce que vous répondez dans votre livre, Stéphane Aurel, c'est elles recyclent, donc des molécules déjà existantes, ou bien elles copient les molécules qu'ont déjà mises sur le marché depuis longtemps leurs concurrents. Alors pour l'illustrer, dans votre ouvrage, vous citez plusieurs exemples, vous relatez plusieurs anecdotes, notamment celle de l'Inexum, que j'ai... Inexium, ouais. Inexium, excusez-moi, j'ai oublié le I. Donc c'est un médicament mis sur le marché par AstraZeneca pour remplacer une autre molécule, un autre médicament, le Mopral, qui est un médicament contre les troubles dépressifs, tombé dans le domaine public. L'ulcère, c'est sur l'ulcère et les reflux gastriques. Excusez-moi, mais je crois que son successeur soigne aussi les troubles dépressifs. Non, en fait, c'est parce que je vois pourquoi. Il y avait une confusion, c'est parce qu'il y a une ressemblance dans la technique de l'industrie pour recycler une molécule déjà existante. Ce que je voudrais plutôt que vous nous racontiez sur justement l'histoire de ce médicament, l'Inexium, qui je pense est assez illustratif de ce qu'on est en train de décrire là. Au départ, en fait, il y a le Mopral, donc l'oméprazole en dénomination commune internationale, c'est-à-dire le nom de la molécule, qui est un médicament très efficace, assez révolutionnaire au moment où il est mis sur le marché, pour soigner l'ulcère et soigner le reflux gastrique, le gastro-œsophagien. Sauf que, comme les périodes de rentabilité de l'industrie pharmaceutique sont relativement courtes, le médicament pouvait être génériqué en 2004. Donc, en prévision de ça, AstraZeneca a mis au point une molécule qui est en fait une molécule purifiée de ce même du premier médicament. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les isomères. C'est-à-dire que c'est une molécule qui a un reflet exact. Il y a un des isomères qui n'a aucune action, donc on en enlève un. Donc c'est quasiment le même nom, sauf que, en termes de molécules, mais en termes commerciaux, on l'appelle l'Inexium. On dit que c'est révolutionnaire. Et 2 ans avant que le Mopral puisse être génériqué, on bourre le mou aux médecins, on le donne quasiment gratuitement au service des hôpitaux pour que l'Inexium remplace complètement le Mopral dans les habitudes de prescription. Et encore aujourd'hui, moi je l'ai vu de mes propres yeux en hôpital, c'est de l'Inexium qu'on donne en intraveineuse aux patients. Et si j'ai bien compris, scientifiquement, donc le premier médicament renferme 2 molécules, une qui est active, l'autre pas, c'est ça? En fait, c'est une molécule elle-même en fait, qui a 2 parties. Il y en a une qui est inactive. Donc c'est exactement la même molécule, sauf qu'elle est purifiée. Voilà. C'est comme si vous vendiez une chemise
avec, je ne sais pas, vous l'aviez juste, je vous avais juste changé sa couleur. Elle a été portée 15 ans, mais elle a juste changé de couleur. Le fait que la molécule soit purifiée ne fait pas qu'au final, elle a un effet supérieur à la molécule non purifiée. Dans certains cas, il peut y avoir une différence d'action. Dans le cas de l'Inexium et du Mopral, ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la commission de la transparence ne s'y est pas vraiment trompée, parce que quand elle a estimé que l'amélioration du service médical rendu de l'Inexium était de 4, c'est-à-dire insuffisant, et 2 ans, il y a 2 ans, 3 ans, elle a révisé sa position, elle estimait qu'il était nul. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû arriver à cette conclusion dès la première expertise de cette molécule, ce qui tendrait à montrer encore un des dysfonctionnements du système d'évaluation? Peut-être Philippe Evans? Ça n'aurait rien changé. Parce que les décisions prises par nos commissions, celles de la transparence dans le cas particulier, ne sont que des propositions. La décision est prise encore en aval par un autre organisme qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, organisme interministériel finance, industrie, santé, et qui prend les 2 décisions clés. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le taux de remboursement. C'est elle qui va faire la taille du marché. Et la deuxième, c'est le prix du médicament. Or, ces décisions sont prises en partie sur l'avis de la commission de transparence. En partie. Mais pour le reste, ce sont des contingences importantes qui sont l'activité économique des firmes, donc l'emploi, donc les possibilités soi-disant d'exporter. Bon, enfin, il y a toute une série de facteurs qui font qu'on ne prend pas en compte seulement la valeur du médicament. Résultat, le Mediator, depuis 35 ans classé en classe 5, est resté remboursé jusqu'au jour où il était interdit, au maximum, alors qu'il n'avait aucune, absolument aucune, tout le monde est d'accord maintenant, il n'y a pas la moindre discussion, aucune activité positive, et qu'il avait des risques potentiels majeurs, et au fil des années, des risques qui n'étaient plus du tout potentiels, qui étaient très réels et qui s'accumulaient. Il est resté là et toujours bien remboursé. Alors, dessiner le schéma en disant la commission de transparence fait bien son travail dans l'ensemble, elle le fait pas mal. C'est vrai, elle classe bien la qualité des médicaments, la valeur ajoutée des nouveaux médicaments, elle la classe pas mal. Et ensuite, il y a l'épreuve du Comité économique des produits de santé, et là, ce sont d'autres facteurs qui interviennent et qui font prévaloir l'intérêt de l'industrie sur l'intérêt des malades. Et si on reprend l'exemple de l'Inexium, je crois qu'entre le moment où il a été classé 4 puis classé 5, il a coûté 850 millions d'euros à la sécurité sociale. Je ne me souviens pas du chiffre. C'est le chiffre que j'ai trouvé dans mais ça, si on calculait le... Moi je suis pas forte en chiffres, mais moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. C'est si on calculait le prix que coûtent à la sécurité sociale les médicaments d'ASM qui ont un ASMR 5 ou 4. Après, il y a des ASMR insuffisants qui sont peut-être parfois valables pour certains malades. Mais combien tout ça, sur 15 ans, 20 ans, a coûté à la sécurité sociale? Si déjà le barrage était mieux fait, et si ensuite le marketing de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis des médecins était sérieusement contrôlé, moi, je vous dis, encore une fois, je ne suis pas bonne en chiffres et je pense qu'on peut sauver la Sécu assez facilement, quoi. Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'on taxe les patients, il y a les contributions qu'on demande aux patients sur la consultation, sur les franchises. Je trouve ça choquant parce qu'on demande aux gens de payer quelque chose qu'en fait, en gros, c'est de payer l'industrie pharmaceutique. On demande aux gens qui sont malades, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui prennent des médicaments sont des gens malades. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on leur vend des médicaments comme on leur vend des chemises, des voitures ou n'importe quoi. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, je cite dans mon livre une intervention de Nicolas Sarkozy avant qu'il devienne président de la République, qui sort une anecdote comme ça du chapeau, qui dit qu'une patiente allait acheter 12 boîtes d'anxiolytiques par jour en allant d'un médecin à l'autre. Ça m'a frappé, c'est cet exemple qui sert à justifier que les patients payent le trou de la Sécu du fait de l'irresponsabilité des malades. Voilà, c'est parce que les médicaments sont gratuits en France que les gens font n'importe quoi. Donc cet exemple m'a choqué. Je suis allée voir s'il y avait des études sur ce genre de situation. Qu'est-ce que ça représentait? C'est 0,02% des cas de remboursement. Ça s'appelle le nomadisme médical. C'est absolument rien. C'est une goutte d'eau
comparé à ce que le reste coûte s'explique par les l'influence de mécanismes qu'on est l'industrie en train de pharmaceutique. décrire maintenant. Alors, vous disiez, Philippe Even, il y a un certain nombre d'autres, de considérations non médicales qui font que les médicaments obtiennent des autorisations, soient remboursés. Vous citiez par exemple des considérations économiques. Mais Stéphane Morel, dans votre livre, vous dites que 75% des experts qui siègent dans les administrations de santé ont par ailleurs des contrats avec l'industrie pharmaceutique, puisqu'ils remplissent pour elle un certain nombre de missions variées. On parle de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Il faut faire la distinction entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. Mais bon, c'est globalement cette problématique-là, pour moi, elle est centrale dans la question du médicament, mais elle est aussi tout à fait centrale quand on parle de problèmes de pollution chimique, par exemple le bisphénol A. Voilà. Quand on parle du nucléaire, la question du conflit d'intérêt, elle est majeure aujourd'hui, parce qu'il y a des grandes décisions d'ordre politique qui se basent sur l'expertise médicale, en fait, et l'expertise de santé. Et en ce qui concerne l'AFSAPS ou la HAS, donc les experts externes collaborent avec l'industrie pharmaceutique et doivent déclarer, bon, ça fait quelques années seulement, doivent déclarer ces contrats selon leur type, essai investigateur principal dans un essai clinique, rémunération personnelle ou pas, ou pour le service, est-ce que l'expert a été payé par un laboratoire pour intervenir dans un congrès, etc., etc. Et après, il y a aussi les relations avec les parents proches, qui est une rubrique que la Haute Autorité de Santé censure pour des raisons qui sont absolument illégales, en fait. C'est de savoir si la femme, le mari, le frère travaillent dans l'industrie qui produit le médicament que son mari ou sa femme expertiser. Et quand moi, j'avais fait les statistiques pour l'année 2008, où 75% des experts avaient des liens d'intérêt, et il y a des experts pour lesquels la liste fait plusieurs pages. Et il y a à peu près tous les laboratoires pharmaceutiques qui sont représentés là-dedans. Alors, lien d'intérêt, c'est une chose, mais est-ce qu'on peut parler, Philippe Even, de conflits d'intérêt ? Est-ce que ce sont les conflits d'intérêt qui finalement président au fait qu'un médicament arrive sur le marché ? C'est très difficile parce que vous voulez sonder les reins et les cœurs et savoir si un homme financé par un industriel sera capable de conserver un avis objectif sur ce qu'il a jugé. Et vous entendrez souvent le discours de ces hommes dire « mais nous savons parfaitement faire la part des choses, nous avons une moitié de nous qui travaillent pour l'industrie, l'autre au service de l'État, et nous ne perdons pas de vue notre mission, notre devoir, etc. » Violon, basse et finale de l'orchestre. Il faut être simple. Il est absolument nécessaire que d'excellents chercheurs et universitaires travaillent avec l'industrie. C'est seulement ce mariage qui permettra l'innovation thérapeutique dans l'intérêt des malades de demain. Mais par contre, il est clair que les produits qu'ils vont mettre sur le marché, ou proposer de mettre sur le marché, soient jugés par des hommes de même qualité, mais indépendants de l'industrie. Il y en a autant qu'on en veut. Stéphane, j'ai revu encore la dernière liste publiée par l'AFSAPS. Il y en a la moitié qui sont fortement liés à l'industrie. Fortement, je veux dire qu'ils ont entre 5 et 152 contrats pour un seul homme, avec l'industrie. 152 contrats. Vous vous rendez compte que ces hommes-là décuplent, ou font plus que décupler leurs revenus, et que ce sont eux qui vont juger, car celui qui est à 152 est président d'une des commissions d'évaluation de l'APSAPS. C'est stupéfiant. Et ça, c'est pas une révélation que je vous fais, c'est sur toutes les banques de données, il n'y a qu'à les interroger, ça arrive tout de suite. Certains des interlocuteurs que vous avez interviewés pour votre livre, Stéphane Morel, disent, interlocuteurs de l'industrie pharmaceutique, que c'est parce que ces gens-là ont des contrats, que c'est une preuve qu'ils sont des experts dans leur domaine, et que si on recrutait que des experts sans contrat, d'une certaine manière, ça serait la preuve éclatante que ce sont des... C'est l'argument en fait, qui avait été présenté comme un slogan par quelqu'un du syndicat de l'industrie pharmaceutique, le LEM, à la mission d'information du Sénat, qui disait « l'indépendance est un gage d'incompétence ». C'est quand même extraordinaire. Ça a été repris en cœur par les pouvoirs publics. Or, si la dépendance est un gage de compétence, je pense que le Mediator nous a montré que ce modèle ne marche pas. On nous dit depuis des années que oui, il y a des conflits d'intérêts, mais on les gère, d'ailleurs, ils sont publics. Donc ça, c'est un argument. Comme si le fait qu'ils étaient publics et que les liens d'intérêt soient déclarés suffisait. Bien sûr que non, ça ne suffit pas. Voilà. Philippe Even, vous voulez ajouter quelque chose ? Je vais vous raconter quelque chose qui est... Il faut bien écouter.
C'est encore une fois nous sommes toutes oui. La poule qui fait l'œuf. Je vous ai parlé tout à l'heure des experts qui qualifiaient les dossiers, des dossiers qui qualifiaient les experts. On a exactement ici le même problème. Les journaux, tous les journaux, y compris les plus grands journaux internationaux, sont de facto la propriété ou directe ou indirecte à travers la publicité de l'industrie pharmaceutique. S'il n'y a pas d'industrie pharmaceutique, il n'y a plus de journaux, il n'y a plus de sociétés savantes. C'est 90% de leurs revenus. Dès lors, l'industrie choisit un médecin qui accepte de collaborer avec elle, de gérer un essai. Ça aboutira à des articles, un ou plusieurs articles scientifiques, qui seront acceptés dans les plus grands journaux, parce que l'industrie les fera passer. Et du coup, le personnage qui a été choisi, un quidam quelconque du milieu hospitalo-universitaire, va se retrouver avec une belle publication, et puis 2, puis 10. On va dire, oui, on a affaire à un grand scientifique. Alors c'est très intéressant de regarder, pour ces hommes-là, la part dans leurs publications scientifiques de ce qu'ils ont réalisé avec le support de l'industrie pharmaceutique et de ce qu'ils ont réalisé tout seuls dans leur laboratoire ou leur service. Et quand vous vous apercevez que la part personnelle est à hauteur de 2 à 5% de leur capacité de produire, vous avez tout de suite compris que ça, le même système à l'envers. L'industrie ne choisit pas les meilleurs experts pour faire des essais, elle choisit des experts qui font les essais et qui donnent l'apparence d'être les meilleurs parce que leurs publications sont très diffusées. Et qui se retrouvent après dans les administrations Alors de santé. après, ils sont dans les administrations, dans les postes de direction, ils deviennent eux-mêmes, ayant travaillé pour l'industrie, experts de leur propre travail. Et les exemples sont très nombreux au plus haut niveau. Le directeur de l'évaluation médicale de l'AFSAPS, c'est-à-dire le numéro 1 médical. Il y avait un patron conseiller d'État, c'est une autre affaire, mais ce directeur de l'évaluation médicale était sous contrat avec un grand industriel français pour expertiser la molécule de ce laboratoire français et dire qu'elle était la meilleure. Et il ne l'a pas signalé dans ses liens d'intérêt. Et il oubliait. Il l'a signalé un an avant, et l'année où il devait s'en occuper, il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Mais attendez, c'est pas un exemple à part. Là, ce qui est important, c'est que cet homme était le vrai numéro 1 de l'APSAPS. Que c'est un très bon pharmacologue, il n'y a pas de discussion là-dessus. Le problème, c'est qu'il expertisait son propre travail au service de la firme. Et ce que vous dites, c'est que les exemples que vous avez cités là sont tout à fait significatifs de la manière dont ça fonctionne. Je peux vous en donner 40. J'ai regardé leur dossier à tous. Sur la question des conflits d'intérêts, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas compter sur l'honnêteté des gens pour dire s'ils gardent leur indépendance de réflexion par rapport à leur travail. On ne connaît pas ces gens. Donc il faut des règles strictes qui encadrent la question des conflits d'intérêts. C'est Martin Hirsch, dans son livre, qui est tout à fait intéressant sur les conflits d'intérêts, dit c'est comme si les gens ne prenaient des prunes quand ils avaient bu au volant que quand ils causaient un accident. Voilà. C'est exactement la même chose. Je vais donner un exemple très précis. Irène Frachon, que j'ai vu, qui est intervenue à la Cour, qui a révélé l'affaire du Mediator, qu'on ne peut certainement pas taxer de dépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique et de manque d'esprit critique, qui est intervenue à la pilule d'or de la revue Prescrire, a commencé son intervention en déclarant ses liens d'intérêt, comme c'est la loi en fait. Et elle avait des liens d'intérêt, parce que comme elle travaille sur une maladie très particulière, pulmonaire, elle a travaillé avec des laboratoires, elle est allée à des conférences spécialisées sur cette question-là. Je pense que personne ne pourrait dire que Irène Frachon est incapable de raisonner indépendamment de ses liens d'intérêt. Sauf que pour un autre expert, peut-être que ça ne serait pas le cas. Voilà. Oui. Il y a une façon de répondre. Et le fait que la question se pose implique qu'il faille changer les règles. Absolument. Oui. Et qu'il n'y ait plus aucun doute. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne connais pas, contrairement à Philippe, les gens. Les noms ne me disent rien. Ce sont des noms sur une liste. Mais de savoir que pour quand on s'intéresse à une décision, par exemple, qui a été prise par la commission d'AMM, on va voir le compte-rendu, qui fait 3 pages, qui est complètement incompréhensible pour le commun des mortels. On voit la liste des gens qui étaient présents, il faut aller éplucher leur déclaration d'intérêt. Quand on a fait une liste qui fait 4 pages, comment est-ce qu'on peut, en tant que journaliste, et pas comme médecin, dire « Ok, cette décision a été vraiment très objective ».
ça pose un problème, en fait. Problème de transparence et de démocratie, quoi. Alors, il y a le problème des administrations de santé, des experts, mais il y a aussi le problème du lobbying auquel se livrent les industriels envers les praticiens, qui sont eux qui délivrent les ordonnances pour les patients. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'on se rend compte, bon, d'une part, que les médecins français sont ceux qui prescrivent le plus au monde, que par ailleurs, 15 à 20% des prescriptions sont manifestement en dehors des clous, n'ont pas à voir avec la pathologie présentée par le patient, et que ceci coûte entre 2 et 2,5 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. Donc une question toute simple que je voudrais poser à vous deux. Est-ce que les médecins sont sous influence des industriels, même sûr. À leur corps défendant? Bien sûr. Bien sûr, et ils le sont depuis le tout début de leur carrière, dans le sens où les laboratoires pharmaceutiques sont là dès la fac de médecine. Voilà. Ils financent 70% de la formation des médecins, c'est le chiffre que vous avancez. 97%, 98% de la formation médicale continue. Ça, c'est la formation après, pendant la carrière, une fois qu'on a son diplôme de médecin. Mais dès le début, à la fac, il y a des boîtes à colle qui préparent, enfin, parce que c'est très difficile aujourd'hui les études de médecine. C'est Servier, principalement d'ailleurs, avec un truc qui s'appelle la Fondation Hippocrate, qui donne ces cours-là. Voilà. Et Servier et Sanofi organisent ce qu'on appelait avant le concours de l'internat, un concours national blanc, parce que l'État ne le fait pas. Ce sont ces deux boîtes à colle qui le font, chacune 2 fois par an, pour 50 € par étudiant, avec des copies, avec le logo du laboratoire. Je ne comprends pas on est en République française en 2011, que ce genre de choses soit admis. C'est-à-dire qu'on habitue les médecins dès le départ à voir le nom des labos et le nom de leurs médicaments. Alors, il y a le problème de la formation, mais après, tout au long de leur carrière, toute la semaine, ils sont assaillis par des visiteurs médicaux qui viennent leur vendre les nouvelles pilules miracles de l'industrie. Comment ça se passe, en gros? Je vais juste donner 2 chiffres qui sont assez significatifs là-dessus. C'est un rapport de l'IGAS, donc un chiffre assez indépendant, qui a déterminé que les médecins généralistes recevaient en moyenne 333 visiteurs médicaux par an. Un par jour. Un par jour. Vacances presque comprises, et que l'industrie pharmaceutique investissait là-dedans 25 000 € par médecin par an. Donc on peut supposer que si elle investit cette somme, c'est que ça lui rapporte beaucoup plus, notamment en vente de médicaments. Alors les médecins font valoir qu'ils ont fait des études, qu'ils sont très intelligents, qu'ils ont un esprit critique capable de juger du bien fondé de ce qu'on leur dit ou pas. Philippe Even, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je voudrais un tout petit peu nuancer. Il y a 15 à 20% des médecins qui sont parfaitement conscients de cette situation et qui s'efforcent de s'informer directement, en dehors de l'industrie, auprès de la revue Prescrire, sur quelques bases de données. Et ceux-là se comportent au niveau de la prescription de façon infiniment plus fiable que les autres. Mais c'est une minorité. Pourquoi c'est une minorité? Pour 2 raisons. La première, plus grave encore pendant les études que décrit Stéphane, tout ce que tu as dit est vrai, par l'infiltration de l'industrie dès le cours des études. Mais surtout, ce qui est le plus frappant, c'est que les facultés n'organisent pas l'enseignement de la thérapeutique. En gros, je pourrais presque dire, il n'y a pas du tout d'enseignement de la thérapeutique. Alors ça peut étonner tout le monde, quoi. 6 ans d'études et 20 heures de thérapeutique en 6 ans. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'était comme ça il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il n'y avait pas de médicaments. Je schématise, il n'y avait pas de médicaments. Donc la thérapeutique, c'est des petites choses. C'était peu dans l'enseignement. Et dans notre pays d'immobilisme forcené, en gros, les programmes sont restés les mêmes, alors que la médecine a complètement changé. Il y a 50 ans, le problème, c'était quelle est la maladie de ce monsieur ou cette dame? Comment arriver à la reconnaître, à ce qu'on appelle le diagnostic? C'était l'essentiel de la démarche du médecin. Ça a complètement changé. Aujourd'hui, la masse des examens complémentaires, il y en a plutôt trop que pas assez, permet de faire le diagnostic rapidement et à peu près à coup sûr. On peut se tromper 1 fois, 2 fois, mais c'est rapidement corrigé. Ça n'est plus le problème. Le problème, c'est le choix de la molécule, le suivi du traitement, et en particulier, tu l'as évoqué tout à l'heure, Stéphane, les cas nombreux où il s'agit de gens qui ont 2, 3, 4, 5 maladies, avec chacune 2 ou 3 médicaments, et donc des interactions que personne aujourd'hui ne connaît. C'est donc un vrai problème, le suivi thérapeutique. Or ça, à aucun moment, non seulement on l'a appris aux étudiants, mais on leur a même fait comprendre que ça allait être ça, l'essentiel de leur métier. Et puis vous les livrez pour la suite, les 40 ans d'existence, alors que la médecine en 40 ans va changer tous les 5 ans complètement, sans formation autonome, je veux dire indépendante de l'industrie. Mais comme l'industrie est très philanthropique,
chacun le sait, elle investit largement sur la formation des médecins, puis même, c'est pas assez. Elle va même former les malades. Et aujourd'hui, il y a des séquences d'éducation thérapeutique organisées par l'industrie dans les hôpitaux, pendant que les malades sont dans leur lit ou leur chambre. Et puis, il y a tous les sites Internet qui dépendent de l'industrie. Une loi, je crois, qui est en préparation pour l'automédicamentation ou quelque chose comme ça. Oui, ça en fait partie, Mais il faut voir jusqu'où ça va. La base de données d'un médecin, qu'est-ce que c'est que ce médicament? Il va tapoter sur son ordinateur, il va interroger une base de données. Je ne vous donne pas les noms parce que ça compliquera le débat. Mais il faut que vous sachiez quelles sont la propriété de consortiums internationaux. Les deux plus importants emploient chacun près de 10 000 personnes, sont représentés dans 30 à 80 pays, font un chiffre d'affaires entre 1,5 et 1 milliard. Et c'est eux qui diffusent l'information. Naturellement, d'où vient l'argent dont ils disposent? Des abonnements de l'industrie pharmaceutique. De sorte que, bon, on a heureusement Prescrire qui sauve l'honneur, une autre petite base qui s'appelle Thériac. Tout le problème va être d'informer correctement les médecins par une formation continue indépendante d'abord, deuxièmement par le contrôle de la publicité dans la presse professionnelle qui devrait être fait, sur le papier il est fait, c'est dramatique, c'est n'importe quoi, tout le plus choquant est cependant publié. Et puis, il va falloir mettre enfin en route le fameux FOPIM qui avait été proposé en 2001 par Bernard Kouchner. On est en 2011, ça fait 10 ans, le FOPIM n'a jamais fonctionné. Pour l'instant, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est? C'est le fonds FO pour l'information médicale, une information médicale indépendante avec le nom des molécules en DCI, etc. Bon. Ils ont dû dépenser à peu près 1 million, sans aucun résultat. Mais je vous rappelle, comparer ce million mis par l'État en 10 ans, avec les 800 millions que met par exemple la CGDIM pour faire la même chose. Basta, l'affaire est terminée. Est-ce que cette situation est propre à la France ou est-ce qu'on la retrouve? Vous disiez tout à l'heure que les boîtes pharmaceutiques sont internationales. Est-ce que c'est un problème franco-français? Non. Tout ce qu'on a évoqué? Non, c'est un problème mondial, mais je dirais que dans tous les domaines de dérapage et de dérive, on a le leadership mondial, dans tous. Est-ce que c'est ce que confirment vos enquêtes, Stéphane Aurel? Moi, je n'ai pas enquêté sur ce qui se passait dans d'autres pays. Il y a eu beaucoup de livres sur ce qui se passait aux États-Unis. Mais de manière générale, à partir du moment où il existe un système de solidarité nationale, c'est ça qui intéresse l'industrie pharmaceutique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Philippe Even le disait très bien dans le film. Les maladies qui n'ont pas de... Les malades qui n'ont pas de système de sécurité sociale et qui ont la malaria en Afrique n'intéressent pas l'industrie pharmaceutique. Donc ne se tisse pas tout ce lobbying qu'on a décrit jusqu'à maintenant autour d'eux. Mais voyez en même temps, il ne faut pas perdre de vue aussi et jeter comme on dit l'enfant avec l'eau du bain. À savoir qu'il n'y a aucun pays de type, disons, je ne vais pas dire communiste ou soviétique, mais la moitié de la planète a vécu et vit encore en partie sur des systèmes où tout est nationalisé, où il n'y a pas d'industrie pharmaceutique. Le résultat des courses, c'est qu'ils vivent 10 ans de moins. On ne peut pas oublier le fait que cette industrie, avec tous les défauts épouvantables dont on vient de parler et qui, quelquefois, moi, me donnent de la nausée, elle a quand même permis que la vie des Français, ou des Occidentaux en général, soit prolongée. Alors, ils disent couramment de 20 ans, etc. Bon, il n'y avait pas que le médicament qui a changé. Il y a le niveau de vie, il y a les toxicités externes, l'environnement, etc. Mais bon, il reste que ça a été des progrès gigantesques jusqu'au début des années 90, à peu près. La situation qu'on a décrite avec absence de nouvelles molécules elle est depuis les années 90. Voilà. Ouais. Et ce que vous dites dans votre ouvrage, Stéphane Even, c'est que finalement, tout vient peut-être donc d'un défaut d'innovation, et que ce défaut d'innovation vient du fait que, généralement, quelle que soit la discipline, aucune découverte appliquée ne peut être faite sans une recherche fondamentale de pointe. Et ce que vous dites, c'est que notamment en France, il n'y a plus les conditions pour une recherche fondamentale de ce niveau. Est-ce que vous pouvez nous décrire quels sont les mots principaux dont souffre notre recherche fondamentale aujourd'hui dans le cadre des recherches biomédicales? C'est difficile en 2 minutes, mais je vais essayer d'être simple. Vous avez un peu plus que 2 minutes, si vous voulez. Oui, bon, il y a la recherche fondamentale. C'est la recherche dans une tête. C'est un homme. C'est une recherche individuelle. Ce sont des hommes ou des femmes qui sont, pour des raisons, pas génétiques, pour des raisons de liberté, de leur éducation, ou au contraire de contraintes, qui sont des contestataires, des révolutionnaires, des hommes qui veulent, un peu narcissiques parfois, avoir raison, être les premiers à faire une percée, une découverte. Mais ce sont les moteurs des grandes découvertes. Ces hommes-là, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup, il faut des qualités d'intelligence et de liberté qui sont rares. Ces hommes-là, il faudrait les soutenir. Il y en a en France des tels hommes ou femmes? Oh, je pense qu'en France, on a actuellement, dans notre domaine, je ne parle pas de la physique, hein, mais on a une centaine de leaders, de gens qui actuellement sont d'un tel niveau international que l'étranger se jetterait sur eux pour les recruter s'ils le pouvaient. Bon, mais ils sont chez nous. Alors ceux-là refusent et restent en France pour des raisons multiples, souvent culturelles. Hein. Il y en a qui partent aussi. Hein. Il y en a qui partent. Alors on dit, Sarkozy a dit, il y en a très peu, c'est peu de choses. Bon, mais j'ai regardé ce qu'avaient fait les 15 derniers partis aux États-Unis. Et à eux seuls, ils publient autant que les 750 chercheurs de l'Institut Pasteur. Donc, ou bien on a laissé partir les meilleurs, ou bien ils ont trouvé là-bas des conditions d'épanouissement scientifique qu'ils ne trouvent pas en France, ou bien les deux raisons à la fois, ce que je crois plutôt. Ouais. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Bon, mais ça, c'est une partie des choses. Mais d'autre part, entre le concept et la preuve qu'on va donner dans un laboratoire, qui est de la recherche appliquée, puis entre cette expérience de laboratoire, la mise au point d'un produit commercialisable, il va falloir confirmer, préparer la production industrielle, commencer à étudier chez le rat, la souris, le lapin, etc., et puis passer à quelques hommes, et puis un peu plus, et puis les grands essais dont tu parlais tout à l'heure, ce qui vont s'étaler sur 12 ans. Ça, il n'y a que l'industrie pharmaceutique qui est capable de le faire. Il ne faut pas rêver, les États ne pourront jamais se lancer dans des expériences pareilles. Alors, ce qu'on peut reprocher le plus à l'industrie, Stéphane l'a très bien dit tout à l'heure, c'est que ces essais sont souvent très biaisés. On présente tout ce qui est favorable, et puis le reste, on le met de côté. Et après, on a des tuiles, et des tuiles sérieuses. Bon, ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que l'industrie ne s'intéresse qu'au marché. Elle ne s'intéresse pas aux maladies, elle s'intéresse au marché. Il faut donc que ce soit des maladies fréquentes, longues. Ça ne les intéresse pas, des maladies courtes. Pourquoi il n'y a plus d'antibiotiques depuis 20 ans ? Vendre un médicament pour 8 jours pour une infection, tout le monde s'en fout dans l'industrie. Ce n'est pas un créneau, ça, ce n'est pas un marché. Donc, il n'y a plus. Vaccin, même chose. Vaccin, ce n'est pas intéressant. On va faire une injection et le malade est guéri, mais c'est l'industrie, si la branche sur laquelle elle est assise. Je le dis en termes crus, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, in fine. Par contre, les maladies très fréquentes, dans les pays riches qui peuvent payer, et encore mieux que les maladies, la prévention des maladies. Alors ça, c'est magnifique. On va traiter pendant 20 ans, 30 ans, des gens qui prendront tous les jours des comprimés pour ne pas avoir une maladie que de toute façon, ils n'auraient pas eu 99 fois sur 100. C'est-à-dire qu'il faut traiter à hors de prix pendant 30 ans 99 malades pour que le 100e, il est possible en effet que le médicament les protégeait. Alors ça pose un sacré problème éthique, mais aussi un problème financier. Tu as dit que tu n'étais pas dans les chiffres, moi je suis dans les chiffres. Je pense personnellement que les dépenses de médicaments en France, qui sont de 30 milliards actuellement, pourraient être ramenées, abaissées de 10 milliards sans aucun préjudice et au contraire, je dis bien et au contraire pour les patients. Parce que le au contraire, ça veut dire que toutes ces molécules inutiles, il y en a qui sont inutiles, mais en plus elles sont dangereuses. Et on revient toujours à l'exemple du Mediator. C'était le cas du Mediator, effectivement. Je veux juste citer l'exemple de quelqu'un que je connais qui est médecin, qui a repris un cabinet en province et qui perd des patients. Pourrait perdre des patients parce qu'il enlève des médicaments sur les ordonnances de ces patients. Et il leur explique, voilà, celui-là, il ne sert à rien, celui-là, c'est pas très indiqué de le prendre avec tel autre, etc. Et il fait un travail pédagogique énorme vis-à-vis de ses patients parce que voilà, il peut pas continuer à avoir des gens qui ont du Mediator sur leur ordonnance. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que les patients veulent vont chez le médecin et aiment en repartir avec une petite ordonnance. Je pense que les patients participent aussi à cette chose-là, mais après, les premiers responsables, c'est ceux qui font l'ordonnance quand même. C'est eux qui possèdent ce savoir-là. Qu'un médecin ne résiste pas à un patient qui lui dit « oui, j'ai besoin de tel médicament », c'est qu'il y a quand même... moi, de mon point de vue, je trouve qu'il y a un problème avec le médecin. Quoi. Et pour revenir sur la recherche fondamentale, enfin la recherche biomédicale en général, ce que vous dites aussi dans votre livre, au-delà des problèmes de l'industrie ou des problèmes de la recherche en France publique, c'est que la biologie est devenue extrêmement complexe, extrêmement coûteuse. On ne peut plus espérer trouver une molécule comme les antibiotiques quasiment sur un coup de chance. C'est une histoire très amusante. La biologie a vraiment décollé à grands pas depuis 15 ans, grâce à des technologies nouvelles, à des appareils nouveaux. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Un paysage infiniment plus compliqué que ce qu'on croyait. De sorte que chaque chercheur devient spécialiste d'une molécule. Et dans chaque cellule, on a 1 million de molécules. Et que pour faire la synthèse de tout ça,
et comprendre comment, dans telle maladie, c'est telle molécule au singulier ou telle molécule au pluriel qui sont la raison de la maladie, c'est déjà d'une difficulté incroyable. Et quand on les a identifiés, ou qu'on croit les avoir identifiés, il faut fabriquer, pour ces espèces de molécules, des structures dans 3 dimensions, une serrure, si vous voulez. Il faut fabriquer la clé qui va permettre de remettre la pendule à l'heure, si vous voulez, de corriger. Mais ça va guérir quoi? Les maladies dépendant de cette molécule-là. Il n'y en aura pas. Ce sera des tout petits marchés. En pratique, qu'est-ce qu'on peut faire entre une recherche publique qui, vous le disiez, ne donne pas forcément tous les moyens aux meilleurs, ne les identifie pas nécessairement comme il faudrait, et cette complexité de la biologie ou de la recherche biomédicale qui fait que les industriels ne peuvent plus aujourd'hui financer toute la chaîne de fabrication et d'invention d'un médicament. Comment est-ce qu'on fait pour articuler un système de recherche efficace qui nous produit des médicaments nouveaux, quoi? Je vais essayer d'avoir le courage, sur une chaîne scientifique, de dire la chose suivante. Je vous ai dit, il y a 10% des chercheurs qui ont une capacité d'invention, en tout cas à un moment de leur vie, de créativité extraordinaire et qu'il faut protéger. Et à la limite, on les finance quoi qu'ils fassent. Un chercheur de génie, il fera toujours des percées intéressantes, qu'on leur fiche la paix. Par contre, les 90 autres % sont des hommes de qualité, d'expérience, de sérieux. Il ne faut pas, à mon sens, qu'ils se gonflent la tête et qu'ils pensent qu'eux aussi vont faire la percée du siècle. Je pense qu'eux, en tout cas une grande partie d'entre eux, doivent se connecter avec la recherche privée de façon étroite, de telle sorte que on pourra passer des expériences qu'ils mènent dans leur laboratoire à des produits qui seront utiles aux malades pour l'innovation thérapeutique. Autrement dit, je vois 2 types de chercheurs. Alors naturellement, ça chevauche, hein, personne n'est tout blanc, tout noir, etc. Bon. Mais il y a ceux qui ont une psychologie telle, une force de vie, une capacité de contredire ou de rassembler tellement grande qu'il faut surtout les protéger, c'est de l'or en barre. Et puis il y a tous les autres chercheurs dont on a tout autant besoin et dont une grande partie devrait se consacrer à réfléchir. L'expérience que je viens de faire et qui montre tel résultat, est-ce qu'elle ne pourrait pas être applicable dans telle ou telle maladie? Et à ce moment-là, connexion avec l'industrie et projet. Là aussi, ça ratera dans 80% des cas. Mais c'est la seule voie possible et c'est celle que l'industrie dit aujourd'hui qu'elle va privilégier. Que les copies que tu as raconté tout à l'heure avec l'Ixom et le Mopral, c'était le passé, que les fameux médicaments qu'on appelle les MeToo, les mots aussi, qui sont des copies les uns des autres en cascade pour protéger les brevets et faire de l'argent et pas autre chose, que c'est fini et que maintenant elle va se remettre à la recherche. Seulement elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que les capacités de savoir, d'expérimentation, de maniement d'outils complexes, elles sont sur les grands campus de recherche, elles ne sont plus dans l'industrie. Alors il n'y a qu'un moyen, il faut les rassembler. Alors évidemment, ça choquera tous ceux qui ont la fibre, disons, politique de gauche et qui vont dire, mais alors, c'est l'État qui va financer l'industrie. Je trouve que ce n'est pas poser le problème tel qu'il se pose. Oui ou non voulons-nous de nouveaux médicaments? Oui ou non voulons-nous que la France, je ne vais pas dire retrouve une place, trouve enfin une place dans l'innovation thérapeutique, parce qu'elle n'en a jamais eu. Il n'y a pas une molécule française qui vaille la peine. Bon, il y en a peut-être 3 sur 50 ans ou 4, enfin, c'est rien. Si on veut, dans ce grand champ qui est la santé, que notre pays, notre culture apparaissent comme capables de créer quelque chose, nous sommes obligés de jouer ce jeu-là, parce que c'est le jeu d'un capitalisme qui, pour l'instant, mène le monde. Alors, bon, on peut espérer, moi aussi d'ailleurs. Est-ce que ce jeu-là, ce jeu du capitalisme mondial, va permettre de trouver des molécules, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique? Ben, ça commence. Hein, je dirais que depuis 5, 6, 7 ans, 5 ans, il commence à y avoir des molécules vraiment innovantes, vraiment nouvelles, avec la limite que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elles sont des flèches pour aller dans telle ou telle maladie précise, telle forme de cancer, telle maladie rare, etc., où elles guérissent vraiment de façon qu'on ne connaissait pas jusque-là. Seulement, c'est des marchés minuscules. Guérir les tumeurs stromales de l'estomac, bravo pour le Glivec, c'est formidable, mais il y en a 50 en France par an, donc ce n'est pas un marché. Et l'industrie revient à ses mauvaises habitudes. Elle dit, si on a réduit le marché de 100 fois, il est tout petit, ben moi j'augmente le prix de 100 fois pour faire les mêmes bénéfices. Et c'est là où il va falloir serrer
les boulons et dire à l'industrie, on va travailler ensemble. On vous donnera pour les molécules nouvelles, qui vraiment sont un apport pour les malades, des prix peut-être plus élevés que ceux qu'on donne dans le courant actuellement. Mais il y a une condition. Toutes les poudres de perlimpinpin, c'est-à-dire les 2000 médicaments que vous nous avez mis sur le marché depuis longtemps, c'est terminé, on n'en parle plus. Prime à la qualité, ce qui est bon, on paye, le reste, basta, vous vous débrouillez. Bon, puis on se met autour d'une table, et puis ça ira certainement mieux que maintenant. Maintenant, vous dire que ça ira bien, c'est une autre affaire. Voilà pour la recherche. Vous venez de rendre un rapport au président de la République et au ministre de la Santé concernant l'organisation de l'administration de la santé. Qu'est-ce que vous préconisez qu'il faudrait changer immédiatement? Je vais essayer d'être simple, parce que vous savez, réformer une administration, ça suppose d'ennuyer l'auditoire avec la structure de l'administration. Et ça fait partie si vous pouvez nous donner quelques mesures phares monacale. Hein. C'est quelque chose de très à part. Alors, je vais le dire de façon simple. La première chose, médicaliser les agences. C'est fini que des agences de médicaments, donc techniques, qui concernent des malades, soient dirigées par des conseillers d'État. Comment a-t-on pu en arriver là? Bon. La deuxième chose, il y a beaucoup d'agences en France. Elles ont les mêmes objectifs. Parce qu'elles ont été créées tous les 5 ans, il y en a une nouvelle. Elle a repris les mêmes objectifs que celle d'avant qui est restée en place. Le résultat, c'est que vous avez une myriade d'agences qui travaillent sur les mêmes sujets. Dilution des informations, rivalité, jalousie, compétition et immobilisme. Ça ne peut pas être autrement. Donc aujourd'hui, une agence, une mission, point. Troisième chose, des experts de haut de gamme. On en a parlé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment aguerris, qui connaissent le sujet à fond, qui ont l'expérience des malades et qu'on détacherait de leur fonction actuelle universitaire, hospitalière et universitaire, pour des périodes de 3 ans, quelquefois 6 ans, pas plus, parce qu'il faut qu'ils gardent le contact avec la réalité quotidienne. Il ne s'agit pas de se plonger dans les livres seulement. Qu'on les paye, comme on le fait en Angleterre, comme on le fait aux États-Unis, de telle façon qu'on les rende à tout coup insensibles aux sirènes de l'industrie pharmaceutique, alors ça aura un coût. Eh bien oui, ça coûtera peut-être, j'en sais rien, 10 000 € de plus par mois, très bien. Seulement, il y en a besoin de 40 pour toutes les molécules, parce qu'après tout, chaque année, on en met 100 sur le marché des nouvelles, et il y a la moitié qui sont des copies, il n'en reste plus que 50. Bon, moi, j'estime qu'on peut évaluer le dossier, je l'ai fait pendant des années. Bon, en une semaine, on a vraiment fait le tour à fond d'un dossier d'un médicament. Donc 40, ça suffit. Qu'ils soient indépendants et qui rendent des jugements signés, donc responsables, après avoir entendu, après leur expertise et avant la décision, une audience publique, peut-être 2 si c'est nécessaire, ce qui est nécessaire pour écouter le point de vue des malades qui ont à faire part de certaines demandes et angoisses. Deuxièmement, le point de vue des médecins généralistes qui souhaiteraient être un petit peu mieux informés qu'ils l'ont été jusque-là. Et c'est vraiment un des endroits où on peut le faire. Troisièmement, les caisses d'assurance maladie, c'est-à-dire nous, celles qui payent. Elles ont bien le droit de donner leur avis. On le suit ou on ne le suit pas, mais bon. Et puis, naturellement, l'industriel qui présente sa molécule, c'est normal qu'on l'écoute chanter sa chanson, qui quelquefois est une très belle chanson, parce qu'il y a aussi des belles molécules. Hein. Bon. Et une fois que tout ça a été entendu, eh bien, ils prennent leur décision, ils la signent. Et puis, point. Alors, au lieu qu'il y ait 1500 experts comme à l'APSAPS aujourd'hui, on n'en mettra que 40 qui, tous les 3 ans, changeraient. Bon. Et on m'a dit, mais tu l'as évoqué tout à l'heure, oui, mais ils ne seront pas bons puisqu'ils ne travaillent pas avec l'industrie. Alors, j'ai regardé, parce que bon, j'ai la liste de tous les universitaires, j'ai regardé les 3800 dossiers, et je n'ai eu aucun mal, dès le premier passage, à sortir 250 personnes de haut de gamme scientifique, de haut de gamme comme cliniciens pour ceux qui font de la clinique, mais qui n'ont pas le début du commencement, du quart, du moindre lien jamais avec l'industrie pharmaceutique, pas plus que je n'en ai jamais eu et que je n'en ai maintenant. Je le dis parce que c'est la loi. Alors maintenant, je l'ai dit. Une dernière question. Oui, moi, je voudrais juste préciser. C'est une petite critique que j'ai sur le travail que vous avez fait. C'est l'Agence européenne du médicament, l'EMA, que vous citez un peu comme un modèle sur lequel, dont il faudrait s'inspirer, fonctionne, selon moi, en tant que journaliste, extrêmement mal, de façon extrêmement opaque. Et ça m'est arrivé à 2 reprises de saisir le médiateur de l'Union européenne contre l'agence qui ne voulait pas rendre public des déclarations d'intérêt d'experts. Comment veux-tu, Stéphane, qu'on ne soit pas d'accord? Et je pense, et c'est ça en fait, c'est plus ça la critique, c'est que évidemment que le système français doit être réformé, mais c'est le système européen en fait.
Parce que, comme c'est écrit dans le rapport, 20% seulement des décisions de mise sur le marché sont prises au niveau national, 80% sont prises au niveau de l'Union européenne, de cette agence européenne du médicament, qui a encore plus d'experts que l'AFSAPS, et qui est l'instance décisionnaire. Alors, il y a une bonne nouvelle depuis 2 ans, elle est sous la responsabilité de la direction santé et consommateurs, mais elle s'est construite sous la direction entreprise. Ce qui en dit quand même long. Est-ce que ce ne serait pas déjà une première étape de changer le système en France pour après imaginer l'exporter au niveau de l'Europe? Est-ce que c'est une façon de vous retrouver Pour le coup, je ne sais pas, mais je voulais juste... Je ne sais pas si... Il y a Philippe Foucras. Oui, bien sûr. Vous avez le droit. Non, mais ce n'est pas possible. Une solution, enfin une proposition qui a été faite par Philippe Foucras, qui est le président du Forum Indep, qui est une association de médecins et de patients pour une information indépendante, qui a eu cette idée d'une école de l'expertise européenne, expertise indépendante, en fait, qui formerait sur une période de 2 ou 3 ans, je crois que c'est plutôt 3 ans, des experts cette période de 2-3 ans permettrait un certain sevrage en fait, de liens avec l'industrie pharmaceutique et qui permettrait en fait de nourrir toutes les commissions au niveau européen et aussi français. Bon, après, je ne sais pas, il y a plein de choses à discuter. Alors, on ne va pas pouvoir évoquer cette solution maintenant, mais vous parliez... Qui permettrait en fait d'avoir tout un pool d'experts compétents et indépendants. Vous parlez d'une nécessité, au moins d'une période de sevrage pour que les choses puissent s'amorcer dans une nouvelle voie. Est-ce que les différents acteurs qu'on a évoqués là vous semblent mûrs pour les changements que vous venez de proposer? C'est de la dictologie. C'est de la dictologie. Je voudrais l'avis de oui, je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle dit, sauf la solution de Foucras. L'agence européenne est un foutoir. Elle est meilleure que l'agence française uniquement par un point, c'est qu'ils sont 8 à décider de tout, et 8 experts compétents, malheureusement d'une indépendance contestable. Mais à la limite, je dirais, et vous l'avez suggéré vous, est-ce qu'on ne peut pas déjà à l'échelon national faire quelque chose? Et je vous ai dit au début de cette émission, l'autorisation de mise sur le marché, basta. On s'en moque éperdument. Le levier de l'État, on rembourse ou on ne rembourse pas. Et ça, des évaluateurs, des experts, des vrais, de l'APSAPS disant on rembourse ou on ne rembourse pas, c'est la régulation directe du marché national. Alors ce qui se passera au niveau européen, c'est une autre affaire, mais ils ne peuvent pas intervenir au niveau européen sur notre taux de remboursement. Donc on tient le fer de lance, on l'a. Et tout le problème, c'est pas de former des centaines d'experts avec une école, etc., violon pour les sevrer, là on rentre dans la dictologie, on les sèvrera 2 ans, ils rechuteront après, non. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'un dossier, il faut avoir travaillé dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour quelqu'un de compétent dans son domaine et accepté et reconnu, donc c'est pas seulement lui qui est compétent, hein, 1 semaine de travail sur un dossier, c'est largement suffisant pour savoir est-ce que oui ou non c'est meilleur que ce qu'on avait avant. Parce qu'il ne faut pas vous tromper. On a dit tout à l'heure qu'on met sur le marché des molécules qui ne sont pas supérieures à ce qui existe déjà. Mais ne croyez pas que c'est tout. On met sur le marché des paquets de molécules qui sont largement inférieures à ce qui existe. Et même l'industrie a trouvé une nouvelle musique. Elle commence par décrier des médicaments qui marchent parfaitement et qui n'ont pas d'accident. On comprend même sans qu'on explicite le mécanisme, l'essentiel. Pour finir, donc je voudrais reposer ma dernière question et je voudrais votre avis à tous les deux. Est-ce que les acteurs dont on a parlé aujourd'hui vous semblent prêts pour la révolution que vous préconisez? Alors, Philippe Evonne. Moi, oui. Oui, au niveau, le président de la République, je ne le compte pas parce que dans le fond, ce n'est pas son affaire. Hein. Et puis, il est tellement inconstant dans tellement de domaines que... Bon. C'est un autre sujet. Par contre, c'est un autre sujet. Mais par contre, Xavier Bertrand est réellement décidé à changer les choses, ne serait-ce que pour attacher son nom à une loi qui serait appréciée des Français. Admettons que le ministre soit d'accord, mais est-ce que les différents acteurs, j'imagine qu'il faut l'avis de... Les résistances viendront... Premièrement, de l'administration, qui est remise en cause complètement dans ces commissions, ces agences gigantesques où le travail tourne en rond sans qu'ils sortent jamais une décision, etc. Là, il y a une crispation de toute cette énarchie de la santé publique qui considère qu'il ne faut seulement quelques accommodements. Qu'il ne s'est rien passé. Le Mediator, c'est un laboratoire félon, plus une molécule sournoise, qui ont fait une malignité circonstancielle exceptionnelle.
mais qui ne démontre pas du tout que notre système ne marche pas parfaitement. En gros, c'est le blocage, il viendra de l'administration. Est-ce que c'est votre avis, Stéphane Aurel, qui avait enquêté sur ces sujets je suis assez d'accord avec ça. Et après, l'administration et l'industrie, c'est aussi... Enfin, il y a une telle habitude de la part de l'administration et des politiques, et surtout des politiques, je dirais, de réfléchir plus à ce qui convient à l'industrie en général, pas seulement pharmaceutique, plutôt qu'aux gens et à leur santé, parce que je pourrais vous donner 50 exemples de décisions au cours des 10 dernières années où c'est les emplois et le chiffre d'affaires de l'industrie qui a primé sur la santé des gens, que ce soit au niveau de la politique du médicament, la lutte contre l'obésité, les produits chimiques, la prévention du cancer. Tous ces domaines-là, c'est toujours des décisions qui ont favorisé l'industrie. Donc, affaire à suivre. Oui. En attendant, nous arrivons, nous, au terme de cette émission. Stéphane Aurel et Philippe Even, il reste à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Pour prolonger ce rendez-vous, je renvoie à la lecture de vos ouvrages, Les médicamenteurs, Stéphane Aurel aux éditions du Moment. J'ajoute que le documentaire du même nom sort en DVD et sera en vente, je crois, à partir du 4 avril. Et puis La recherche biomédicale en danger de Philippe Even aux éditions du Cherche Midi. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, bonne lecture. Au revoir.